Bonjour et bienvenue pour cette 3e journée du Salon de l'Agriculture. C'est, je vous le rappelle, le Salon des retrouvailles et ces 3 jours ont été particulièrement incroyables. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle profession dans le monde agricole. On va parler d'élevage bovin bio. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Rizzi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre. Bon alors, élevage de bovins bio dans le Jura, comment ça se passe ? Alors moi, je suis un tout petit éleveur, j'ai une 50aine de bêtes en tout. C'est les races Galloway, c'est une race écossaise qui est pas du tout originaire du Jura, bien évidemment, mais qui est très rustique, qui fait une viande savoureuse et qui a l'avantage de pouvoir être conduite en extérieur. Moi, je suis en plein air intégral, elles sont dehors toute l'année. Alors, bio dans l'élevage, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'élevage est certifié bio, ça veut dire que je respecte le cahier des charges bio. Toute l'alimentation est faite sur ma ferme, bio évidemment. Il n'y a pas d'engrais de synthèse et il n'y a pas de phytosanitaire non plus de synthèse. Alors comment fait-on quand on a 50 têtes, 50 bovins pour s'en sortir? Et quels sont les différents métiers qui peuvent exister? Parce qu'on va de la naissance à l'abattage. Comment vous faites chez vous? Voilà, alors moi je suis double actif, donc j'ai un autre métier qui me permet de compléter évidemment mon revenu parce qu'on ne peut pas vivre avec 50 bêtes. C'est des bêtes que je mène en vente directe, donc ça naît chez moi. Je les garde 3 ans au minimum, donc c'est très long pour l'élevage bovin parce que c'est des bêtes qui poussent pas très vite. Et donc ensuite, je les emmène moi-même à l'abattoir à une grosse demi-heure de chez moi. Et je récupère des cartons que je revends directement à la ferme. Des cartons où il y a, la vache est répartie sur 15-16 cartons. Donc pour résumer quand même, vous êtes un double actif, c'est-à-dire que vous menez 2 activités, parce qu'avec 50 têtes, ça ne suffit pas pour vivre aujourd'hui en tant qu'éleveur. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors, on parle aussi beaucoup de bien-être animal. Vous évoquez le fait de garder vos bêtes pendant 3 ans. Est-ce qu'on parle de bien-être? Est-ce qu'on parle de bien-traitance? Quelle est la différence selon vous? Le terme consacré, c'est bien-être, mais effectivement, on pourrait plutôt parler d'attention, de devoir qu'on a envers les animaux et puis de bien-traitance. Mais c'est vrai pour l'ensemble de l'élevage français qui est soumis à des normes assez sévères et c'est tant mieux. Et on a aussi un contrôle de tous les organismes qui gravitent autour de l'agricole. On a des vétérinaires sanitaires donc, qui font des visites obligatoires. On a des contrôles de la DDT, la direction des territoires. Et puis on a des contrôles PAC qui viennent vérifier aussi que tout est correctement mené. Donc en France, le bien-être animal, ça fait un moment qu'on l'a intégré et qu'on s'en préoccupe. Alors sur votre profil Twitter, vous indiquez pas d'agriculture durable sans élevage. Pourquoi dites-vous ça? Parce que l'élevage, c'est vraiment la base de l'agriculture. C'est ce qui permet, c'est ce qui est le plus efficace en fait, notamment l'élevage bovin, pour transformer de l'herbe en protéines et en aliments qui sont intéressants pour nous. Voilà, moi je suis dans le Jura, dans la zone de Comté, et bien chez nous, il y a 70% de la surface agricole qui est composée de prairies. Et c'est un peu parce qu'elle comptait, mais c'est aussi beaucoup parce qu'on ne pourrait rien faire d'autre. Donc on a énormément de prés parce qu'on ne pourrait pas mettre de blé, on ne pourrait pas mettre d'autres choses. Il y a trop de cailloux, il fait trop froid, il y a plein de bonnes raisons. Et les vaches, ça nous permet de valoriser cette herbe pour faire soit du lait en comté, soit faire de la viande comme moi. Et est-ce qu'on peut parler de bilan environnemental pour vous? Est-ce que il y a une notion importante? Oui, mais encore une fois, à partir du moment... Enfin, les bovins, pour revenir à cette race, enfin cette espèce en particulier, ça fait partie d'un cycle. C'est-à-dire qu'on nous embête souvent avec le méthane, mais une vache, ça ne crée pas du méthane. Je veux dire, ça ne crée pas du carbone en tout cas. Le méthane, il est synthétisé par les bactéries qui sont dans la vache à partir du carbone qui provient lui-même des plantes qu'elle a consommées. Et ce méthane va être retransformé en CO2 qui va repartir grâce à la photosynthèse dans les plantes et ça boucle le cycle. Donc à effectif constant, en fait, les bovins
n'influe pas sur le climat. Ce qui serait embêtant, c'est qu'on augmente beaucoup le nombre de bovins, effectivement. Là, il y aurait plus d'émissions de méthane qui ne seraient pas compensées. Mais à effectif constant ou à effectif en baisse, ce qui est le cas en France, on est relativement neutre. Ok. Alors après, j'ai une question un peu plus embêtante, ou en tout cas qui est dans l'air du temps. Ça concerne la viande cellulaire. Est-ce que la viande cellulaire, ce développement, ces expérimentations, signent la fin de l'élevage et des éleveurs? Voilà. Sur cette question en particulier, moi je ne suis pas trop inquiet parce que je ne pense pas du tout qu'ils vont arriver à faire le changement d'échelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on arrive à produire des petites quantités. Si on voulait vraiment remplacer l'élevage par de la viande cellulaire, il faudrait faire des méga-usines avec des très grosses cuves, parce que c'est des milieux de culture, donc il faut imaginer des énormes citernes dans lesquelles on met tous les composants pour que la viande, enfin l'ersatz de viande se développe. Mais dans cette même cuve, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir plein de choses qui auront toutes les conditions pour se développer. Et cette soupe, cette bouillie, elle n'a pas de système immunitaire comme une vache, donc elle ne peut pas se défendre. C'est-à-dire que s'il y a la moindre bactérie qui rentre, elle va se multiplier beaucoup plus vite que les cellules musculaires, et très rapidement, il faudra jeter toute la cuve. Donc ça peut se faire à petite échelle, à grande échelle, j'y crois vraiment pas. On a encore un peu de temps devant nous alors. On a un peu de temps devant nous, et puis de toute manière, je dirais que le meilleur moyen pour transformer de l'herbe en quelque chose de sympathique pour notre alimentation, ça reste encore les herbivores dans l'ensemble. Alors là, vous faites partie aussi des Frères Gratuitos. Pourquoi votre engagement dans cette équipe d'agriculteurs, de professionnels de l'agriculture? Pourquoi ce besoin de communiquer? Parce qu'on a laissé trop longtemps, on est resté silencieux trop longtemps. On a fait notre travail en silence, correctement, et même plus que correctement, parce que la qualité de l'alimentation française, elle est reconnue et elle est enviée par pas mal de pays. Et du coup, on a perdu ce lien avec le consommateur qui s'est habitué à avoir de la nourriture de qualité, pas chère, abondante. Et on a pris ça, enfin tout le monde a pris ça comme acquis, et on a oublié que derrière, il y avait des agriculteurs, des éleveurs, des céréaliers, des maraîchers, tous ces gens-là qui travaillent au quotidien pour assurer cette alimentation-là. Et on a pas mal d'attaques qui arrivent sur l'agriculture, justement parce qu'il y avait un vide au niveau de la communication. Et donc cette association, elle va nous permettre, j'espère, de redonner un peu, de réexpliquer à nos concitoyens comment est l'agriculture française, comment elle évolue, parce qu'elle évolue, on parle beaucoup de changement, d'accompagnement, mais l'agriculture française, ça fait 30 ans, voire plus, qu'elle évolue chaque jour. Il y a pas l'agriculture, les Brésiliens, ils ont un slogan, c'est « Agro never stop ». Et c'est vrai en France aussi, on ne s'arrête jamais et on progresse et on est vraiment dans le bon sens, que ça soit pour les phytos, que ça soit pour le bien-être animal et que ça soit pour l'environnement. Simplement, l'agriculture, c'est du temps long. Donc il faut faire confiance aux agriculteurs et il faut continuer à acheter français. En fait, c'est le principal, voilà, c'est ça. La France et ses normes, c'est quand même la garantie d'une alimentation durable. Une dernière question sur les jeunes, parce que c'est un vrai métier d'engagement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes pour qu'ils viennent renforcer les liens du monde agricole? Alors, il y a des chouettes métiers, c'est ouvert. Par contre, encore une fois, c'est du temps long. Donc, c'est compliqué c'est dangereux de s'essayer à l'agriculture comme ça, de but en blanc. Donc, pas hésiter à faire des formations. Pas hésiter à aller voir dans les fermes, à peut-être faire des stages, à trouver, à vraiment peut-être faire de l'emploi de remplacement, mais voilà, essayer de bien se former même en dehors de l'école pour vérifier que c'est ce qui convient, prendre des techniques et puis bien laisser mûrir les projets pour y aller à coup sûr, parce que c'est des grosses sommes, mais c'est un métier qui est passionnant une fois qu'on est dedans. Faut pas que ça devienne faut pas que ça devienne un poids, faut vraiment préparer pour que ça soit du bonheur au quotidien. Pour qu'on s'occupe de vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire dans le cadre de cette élection? Un message au futur ou au futur président Le futur président, c'est... je dirais, laissez-nous en paix, laissez-nous travailler. On est des gens sérieux. Il y a plein d'organismes qui existent, on a plein de normes. On fait tout ce qu'on peut pour les respecter et on avance. Donc, laissez-nous bosser. Laissez-nous bosser.
Emmanuel Rizzi, je vous remercie. Pour suivre Emmanuel, c'est sur Twitter, c'est @Rizzi avec 2 Z Emmanuel. Et vous trouverez sur son profil un lien vers les Fragri Tweetos. France Agri Tweetos, oui. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Au revoir.